Bienvenue à Lecture en Crous, troisième volet de Construire un feu de Jack London. L'homme était furieux et maudit à haute voix sa malchance. Il avait espéré rejoindre les autres au camp à 6 heures, et ceci lui ferait perdre 1 heure. Car il lui faudrait construire un feu et faire sécher ses bas et ses chaussures. C'était une nécessité absolue à une température aussi basse. Cela, il le savait, et il se dirigea vers les berges et la gravit. En haut, emmêlé dans le sous-bois, parmi les troncs de plusieurs petits sapins, il trouvera du bois mort déposé par les hautes eaux, bâtons et brindilles surtout, mais aussi d'assez grands bouts de branches et de fines herbes sèches de l'année précédente. Il rangea sur la neige quelques rondins. Ceux-ci serviraient de base et empêcheraient la jeune flamme de se noyer dans la neige, qu'autrement elle ferait fondre. Cette flamme, il l'obtint en appliquant une allumette à un fragment d'écorce de bouleau qu'il sortit de sa poche et qui s'enflamma plus volontiers encore que du papier. Après l'avoir placé sur les rondins, il alimenta la petite flamme à l'aide de pincées d'herbes sèches et de minuscules brindilles. Il s'appliquait avec une prudence lente, une conscience aiguë du danger. Peu à peu, la flamme prenant des forces, il augmenta la taille des bouts de bois avec lesquels il la nourrissait. Accroupi dans la neige, il tirait des branchettes du fouillis de bois mort et les posait directement sur la flamme. Il savait qu'il ne pouvait risquer un échec. Quand il fait 75 degrés au-dessous de zéro, on ne peut pas échouer dans sa première tentative de construire un feu. En tout cas pas avec des pieds mouillés. Si on a les pieds secs et qu'on échoue, on peut courir sur la piste pendant un demi-mile afin de raviver sa circulation. Mais on ne peut pas raviver en courant la circulation des pieds mouillés et glacés quand il fait moins 75. Si vite que l'on court, les pieds mouillés n'en gèleront que plus fort. Tout cela, l'homme le savait. Le vieux de Sulphur Creek lui en avait parlé à l'automne. Et à présent, il appréciait ses conseils. Déjà, ses pieds avaient perdu toute sensibilité. Pour allumer son feu, il avait été obligé d'ôter ses moufles et ses doigts s'étaient aussitôt engourdis. Tant qu'il marchait à son allure de 4 miles à l'heure, son cœur lui avait pompé le sang vers la surface du corps et vers toutes ses extrémités. Mais à peine s'était-il arrêté que l'action de la pompe avait ralenti. Le froid de l'espace s'abattait sur le bout non protégé de la planète, et lui, qui se trouvait sur ce bout non protégé, en était frappé de plein fouet. À l'intérieur de son corps, le sang reculait devant ce froid. Le sang était vivant, comme le chien, et comme le chien, il voulait s'abriter et se protéger de ce froid terrifiant. Tant que l'homme avait marché à 4 miles à l'heure, il avait pompé ce sang, bon gré, mal gré, vers la surface. Mais à présent, le sang se retirait vers les tréfonds du corps. Les extrémités furent les premières à sentir son absence. Les pieds mouillés gélèrent plus vite, et les doigts exposés s'engourdirent plus vite, bien qu'ils n'eussent pas encore commencé à geler. Le nez et les joues gelaient déjà, et toute la peau du corps se glaçait d'avoir perdu son sang. Mais il n'était plus en danger. Ses orteils, son nez et ses joues ne seraient que touchés par le gel, car le feu commençait à flamber fort. Il l'alimentait avec des baguettes grosses comme le doigt. Encore 1 minute et il pourrait le charger de branches grosses comme son poignet. Et alors il pourrait se déchausser, et tandis que ses bas et ses mocassins mouillés sécheraient, réchauffer ses pieds nus devant le feu après les avoir, comme il se doit, frictionnés avec de la neige. Le feu avait pris. Il n'était plus en danger. Il se souvint du conseil du vieux de Sulphur Creek et sourit. L'ancien avait exprimé avec beaucoup de gravité la loi selon laquelle nul homme ne doit voyager seul dans le Klondike au-dessous de moins 50. Eh bien, voilà, l'accident s'était produit. Il était seul, et il s'était tiré d'affaire. Ces anciens ne sont que des femmelettes. Certains d'entre eux, songea-t-il. Tout ce dont un homme a besoin, c'est de ne pas perdre la tête, et tout va bien. N'importe qui, s'il est un homme, peut voyager seul. Mais c'était surprenant, la vitesse à laquelle ses joues et son nez gelaient, et il n'aurait jamais cru que ses doigts pourraient se raidir en si peu de temps. Raide, il l'était, car il pouvait à peine les rapprocher pour saisir un bout de bois, et il lui paraissait étranger à son corps, à lui-même. Quand il touchait un bâton, il lui fallait regarder pour voir si oui ou non il le tenait. Le courant passait plutôt mal entre lui et le bout de ses doigts. Tout cela comptait peu.
Le feu était là, craquant et crépitant, promettant la vie avec chacune de ses flammes dansantes. Il se mit à délacer ses mocassins. Ils étaient enrobés de glace, jusqu'à mi-hauteur de ses mollets. Ses épaisses chaussettes allemandes ressemblaient à des fourreaux d'acier, et les lacets des mocassins avaient l'air de tiges de fer tordues et nouées, comme par quelque déflagration. Pendant un moment, il peina de ses doigts gourds, et puis, se rendant compte de la vanité de son entreprise, il tira son couteau de sa gaine. Mais il n'eut pas le temps de couper son lacet. Cela arriva par sa faute, ou plutôt son erreur, et il n'aurait pas dû construire un feu sous le sapin. Il aurait dû le construire à découvert. Mais il avait trouvé plus commode de tirer des branches, des broussailles, et de les jeter directement sur le feu. Or l'arbre sous lequel il avait fait cela portait sur ses branches une masse de neige. Il y avait des semaines que le vent n'avait pas soufflé, et chaque branche était aussi chargée qu'elle pouvait l'être. Chaque fois qu'il tirait une brindille, l'homme avait communiqué à l'arbre une légère agitation, une agitation imperspectible en ce qui le concernait, mais suffisante pour provoquer la catastrophe. Tout en haut de l'arbre, une branche déversa son chargement de neige. Celui-ci tomba sur les branches au-dessous, et les fit verser à leur tour. La chute continua, s'accéléra, s'étendit à l'arbre entier. Elle grossit comme une avalanche et descendit sans crier gare sur l'homme et sur le feu, et le feu fut anéanti. Là où il avait brûlé, gisait en désordre une cape de neige fraîche. L'homme était bouleversé. Il lui semblait qu'il venait de s'entendre condamné à mort. Il demeura un moment assis, les yeux fixés sur l'endroit où s'était trouvé le feu. Et puis il devint très calme. Peut-être avait-il raison, l'ancien de Sulphur Creek. Si seulement il avait eu un compagnon de piste, il ne serait pas en danger à présent. Son compagnon aurait construit le feu. Eh bien, c'était à lui de le reconstruire en cette seconde fois, et il ne pouvait plus échouer. Même s'il réussissait, il perdrait sans aucun doute quelques orteils. Ses pieds devaient être sérieusement gelés maintenant, et un certain temps s'écoulerait avant que le second feu soit prêt. Telles étaient ses réflexions, mais il ne réfléchissait pas sans agir. Pendant qu'elle lui passait par l'esprit, il s'activait. Il installa une nouvelle base pour le feu, à découvert cette fois, là où nul arbre ne pourrait traîtreusement l'éteindre. Ensuite, il ramassa des herbes sèches et de menus brindilles dans le fouillis déposé par la crue. Il ne pouvait pas serrer les doigts pour les en retirer, mais il parvenait à les saisir par poignées. S'y trouvaient aussi mêlés de nombreux bouts de bois pourris et de mousse verte indésirable, mais il ne pouvait pas faire mieux. Il travailla avec méthode et rassembla même une brassée des plus grosses branches pour plus tard, quand le feu aurait pris. Et pendant tout ce temps, le chien restait assis à le suivre des yeux, avec une sorte d'impatience mélancolique dans le regard, car il le considérait comme le maître du feu, et le feu était lent à venir. Lorsque tout fut prêt, l'homme plongea la main dans sa poche pour y prendre un second morceau d'écorce de bouleau. Il savait que l'écorce était là, et bien qu'il ne pût la sentir au bout de ses doigts, il entendait son foisonnement sec sous ses tâtonnements. En dépit de tous ses efforts, il n'arrivait pas à la saisir. Et pendant tout ce temps, il gardait conscience de ce qu'à chaque instant, ses pieds gelaient. À cette idée, il se sentit envahi par la panique. Mais il se domina et recouvra son calme. Il remit ses moufles en les tirant avec ses dents et agita les bras d'avant en arrière en se frappant les mains de toutes ses forces contre ses côtes. Il remit ses moufles en les tirant avec ses dents et agita les bras d'avant en arrière en se frappant les mains de toutes ses forces contre ses côtés. Il fit cela aussi, et puis se mit debout pour le faire. Et toujours le chien restait assis dans la neige, son panache de loup chaudement enroulé sur ses pattes de devant, ses oreilles pointues dressées, observant l'homme avec une attention intense. Et l'homme, tout en gesticulant et en se battant des bras et des mains, éprouva une grande bouffée d'envie à la vue de cette créature, bien au chaud et en sécurité sous son manteau naturel. Au bout d'un moment, il devina les premiers signes lointains d'une sensation au bout de ses doigts. Le léger picotement s'accentua pour se transformer en une douleur cuisante, atroce, que l'homme accueillit néanmoins avec satisfaction. Il ôta la moufle de sa main droite et prit dans sa poche l'écorce de bouleau. Les doigts exposés s'engourdissaient rapidement. Ensuite, il prit son paquet d'allumettes soufrées. Mais le formidable froid avait déjà chassé toute vie de ses doigts.
Dans l'effort qu'il fit pour séparer une allumette des autres, le paquet entier tomba dans la neige. Il essaya de l'y ramasser, mais n'y parvint pas. Les doigts morts ne pouvaient ni toucher ni saisir. Il fut très prudent. Il chassa de son esprit la moindre pensée pour ses pieds, son nez, ses joues en train de geler, et se consacra de toute son âme aux allumettes. Se servant du sens de la vue au lieu de celui du toucher, il regarda attentivement ses doigts, et quand il les vit de part et d'autre du petit fagot, il les referma, c'est-à-dire qu'il voulut les refermer, car le courant ne passait plus, et les doigts n'obéissaient pas. Il renforça sa main droite dans sa moufle et la frappa sauvagement contre son genou. Ensuite, de ses deux mains gantées, il ramassa la botte d'allumettes, en même temps que beaucoup de neige, et la laissa tomber sur ses genoux. Mais il n'était guère plus avancé. Lecture en Crous vous dit à bientôt. Prenez soin de vous.